Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se trouve en plein milieu de l'océan Indien à plusieurs centaines de kilomètres de la côte la plus proche. Il y a 3000 mètres de fond en dessous de nous. On est en train de traverser depuis le Kenya jusqu'à Mayotte et on va vous parler un peu de la vie à bord d'un voilier comme ça, comment ça se passe, comment on s'organise, comment on cuisine, comment on dort, comment on va aux toilettes, tout ça. C'est notre 6e jour qui débute en mer. On est toujours un peu tous flagada. On peut pas dire qu'on a le mal de mer à fond, mais on passe un peu notre temps à dormir. Il y a des matelas un peu partout. Et à alterner entre dormir, les repas et puis surveiller, faire les cartes. Et en fait, il y a une voile qui est tombée. La trinquette, c'est une très vieille voile. En fait, c'est la deuxième voile qui est tombée. J'étais en train de barrer tranquillement et là tout d'un coup, bam, je vois la voile qui tombe d'un coup. Et en fait, c'est la trinquette. Il y a juste une petite cordelette qui la tient en bas qui a lâché. Encore une chance, elle n'est pas tombée à la mer. Je vais monter récupérer le petit bout qui pend là-haut pour pouvoir la réhisser. Ça va, on a de la chance là, le temps est très calme, la mer est pas trop agitée, donc on a eu des moments où monter en haut du mât, ça aurait été vraiment une grosse galère. Là, ça va encore, malgré que ça va secouer un peu. Tu feras gaffe quand même. En fait, on a l'impression que là, ça secoue pas trop. Et en fait, plus tu montes, plus là, les débattements au haut du bas, c'est assez important. Ça stabilise en haut le temps que je glisse la trinquette. Amandine, tu peux défaire de l'écoute de la trinquette? On bloque moi. Ah! Yes! Ah punaise! Je merdouille. Faut le faire passer de l'autre côté là, sinon ça va s'en mêler. Ouais. Bon, le temps est très calme et je m'attendais pas à ce que ce soit si difficile là-haut. Et franchement, j'ai lutté. J'ai grave lutté et le moindre truc que tu dois faire là-haut, j'avais juste un nœud à défaire et à raccrocher là-haut. Et en fait, j'ai galéré. J'arrivais même pas à faire le nœud parce que tu peux pas. Il faut faire le nœud à une main. Enfin, j'ai tout emmêlé. Enfin, c'était vraiment horrible. Et c'est hyper dangereux. Terre en vue! En vrai, on l'a vu depuis longtemps. Il y a une petite île déserte et on est en train de voir si on peut s'approcher, éventuellement poser l'ancre. C'est une île qui est au large de la Tanzanie, mais c'est assez loin des côtes. Normalement, on n'a pas le droit de s'arrêter parce qu'on n'a pas les visas de la Tanzanie, mais il n'y a pas grand monde dans le coin, donc on va voir si on peut s'approcher au moins. Ça remotive les troupes là de voir une petite île, parce qu'autrement c'est vrai que on voit rien. On est au milieu de l'océan et tout, donc c'est un peu long. Et là ça rebooste tout le monde de voir cette petite terre. Ça a été assez inespéré, c'est le cadeau de la journée. Bon, là-bas au loin, il y a un petit bateau et on ne sait pas si c'est des pêcheurs ou si c'est les autorités. On ne sait pas trop quoi faire, mais en tout cas si c'est pas des pêcheurs, si c'est les autorités et qu'on pose l'ancre, donc on risque d'avoir des soucis. On ne sait pas trop ce qu'on va faire là pour l'instant. Bon, Marion est partie faire un appel radio à l'autre bateau pour voir si on peut rentrer en contact avec eux, s'ils ont la radio. Hi, motorboat for the sailboat, RFU6. Comme ça, non, il y a juste à appuyer. Ouais, mais ils répondent pas. Ils sont là-bas.
On voulait essayer de poser l'ancre pour aller à la nage sur l'île qui a l'air absolument magnifique. Il y a tellement d'oiseaux différents et tout, ça a l'air trop beau. Mais là on a fait tout le tour de l'île et en fait au fond il y a 8 mètres de fond et il y a des énormes cailloux, des gros rochers. Et en plus il y a quand même pas mal de vagues, du vent et du courant. Et donc le risque c'est de coincer l'ancre sous les rochers. Et le capitaine il a pas trop envie de jouer. Je fais mon petit joueur là. Ouais, non, mais t'as raison, là, franchement, il faut pas prendre de risques. Si l'angle se coince, on essaie de tourner au moteur autour du rocher pour faire basculer l'ancre et essayer de la décoincer. Et si on n'y arrive pas, et ben tu perds l'ancre et la chaîne. Soit environ sur ce bateau-là, peut-être au moins 5000 balles. Bon, du coup, on va pas prendre le risque. Et la couleur de l'eau est juste incroyable. Oh, c'est vachement haut. C'est profond. Ah, tu peux y aller. Il y a des rochers, fais gaffe. Le mec il a sauté au milieu de l'océan. Oh, le courant! Oh putain, le courant! Oh le gars. Tu peux pas y aller, toi? Ah ça va aller. Je vais rester maître de mon navire. Ouais. T'as pas envie que ce soit moi qui vienne te chercher? Tu m'en voudras pas, mais non. Alors tout le monde se couche, là je suis la première à faire le quart de 20h30 à 23h30. Ensuite il y a Fred qui fait le milieu de nuit. Ça permet de faire un petit check si tout va bien. Et puis Anatole termine la nuit et assiste au lever de soleil. C'est un peu bizarre la nuit, les premières nuits, j'avoue que j'ai posé un peu ma galette. Là ça va, il y a un petit peu la lune, donc on voit un tout petit peu l'horizon, mais autrement c'est noir et ça tangue. Et moi ça me donnait vraiment le mal de mer. Mais là ça va, j'ai pris le pli, j'écoute des podcasts et puis en fait on surveille que le vent ne tourne pas trop ou alors on ajuste le cap si le vent tourne. Si le vent forcit ou quoi que ce soit, on appelle au pire Fred pour faire s'il y a une grosse manœuvre des voiles à faire. Et surtout, on regarde l'AIS. En fait, l'AIS, c'est un outil un peu comme un radar qui permet de voir s'il y a d'autres bateaux qui arrivent dans la zone. Parce que si on rentre en collision avec un cargo, c'est un peu dommage. Il faut surtout regarder tout ça. Là, ça va, les conditions sont assez constantes, donc c'est plutôt tranquille. C'est surtout de la surveillance, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Je suis en train de finir mon quart de nuit et regarde-moi ce lever de soleil, les couleurs dans le ciel, c'est magnifique. Ah, je viens de me faire éclabousser. À vouloir filmer trop près du bord, voilà. Ça y est, ça fait plus d'une semaine qu'on est à bord du bateau, tous les 5, qu'on n'a pas mis un pied sur terre. J'avoue qu'on n'a pas trop de notion du temps parce qu'en fait les journées se passent où on est grande partie du temps couché, à dormir ou lire ou écouter des podcasts et à se relayer, à tenir la barre et pareil pour la nuit. Quant à la cuisine, en fait il y a quasiment que Fred qui cuisine parce que nous trois autrement quand on descend on a un peu le mal de mer donc lui vu qu'il a pas le mal de mer il cuisine pas mal et puis il aime bien cuisiner. Donc on a de la chance qu'il soit là. Donc on n'est plus malade mais franchement c'est pas non plus... moi je suis pas comme sur terre quoi. C'est toujours un peu patraque. Toi aussi ça te saoule la pétole Mais oui, c'est chiant. On est en plein milieu de l'océan. Il y a 3000 mètres de fond et c'est la pétole, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de vent. Donc on se traîne grave. On est à 1,5 nœuds, soit 3 km/h.
Et à ce rythme-là, il nous reste beaucoup de jours pour arriver jusqu'à Mayotte. Ça fait déjà 7 jours qu'on est en mer. Et la pétole, c'est un petit peu démoralisant quand même. Parce qu'à 3 km/h, je sais pas combien il y a de kilomètres pour rejoindre Mayotte. Peut-être 500 km. À 3 km/h, on n'est pas rendu. Je viens de regarder la météo là sur la tablette qu'on a téléchargée avec le téléphone satellite. Et ça annonce pas beaucoup de vent dans les prochains jours. La mer est calme mais ça bouge quand même pas mal. Et on est en train d'hésiter à allumer le moteur. Parce que là sinon on va rester on va rester une semaine coincé ici. Et t'as craqué, t'as allumé le moteur? Sinon on va se faire l'impression que t'es déjà pas son con. Ça. Il y a des dizaines de dauphins tout autour du bateau. Après 10 jours de mer. Eh mais il y en a partout, ils sont tout autour. Je les ai entendus même carrément respirer quoi. C'est incroyable, oh là là. Oh c'est ouf. C'est incroyable. Il a fait un saut de 3 mètres. Regarde. Ils sont là-bas. Voilà. Oh putain c'est ouf. C'est incroyable, il y a genre une centaine de dauphins tout autour quoi. J'ai essayé de pêcher depuis, je pense à peu près une semaine. Tous les jours, je suis au taquet sur la pêche. Attention, j'ai pêché une petite ficelle. Ah bah c'est bien, tu récupères des déchets. Voilà. J'ai essayé tout ce qu'il faut. Enfin, j'ai essayé plein d'appâts différents, plein de trucs et tout. Et il n'y a pas un poisson qui a mordu à l'hameçon. Donc on aurait bien quand même pêché un poisson pour pouvoir se nourrir. On est tous à peu près végétariens, donc on n'a emporté ni viande ni poisson. Donc on aurait bien aimé au moins se pêcher un poisson. C'est la grosse pétole, donc je vais en profiter pour vous montrer un petit peu le bateau. Donc là, on rentre dans la pièce principale, dans le carré. Charlotte est en train de faire de jouer au Lego. Ouais. Et Fred est en train de préparer le petit-déj. Et moi, c'est un besoin de découvrir n'importe quoi. Donc là, nous, notre chambre est à l'avant du bateau. On descend par ce petit escalier. Et la chambre est là. Marion est en train de dormir puisque elle a fini son quart à 6h. Donc là, elle récupère un petit peu. Ensuite, à l'avant du bateau, il y a une cabine de 4 couchages. Ici, une salle de bain, donc c'est un peu le bazar parce que ils n'ont pas encore fini de tout réaménager le bateau. Et ici on a un atelier avec tous les outils. Voilà, donc la chambre est là. Et de l'autre côté du bateau, à l'arrière, il y a le coin d'Amandine et Fred. Ici, les toilettes. Ici, il y a une salle de bain avec une douche. Voilà. Et au bout du couloir, il y a la chambre d'Amandine et Fred avec leur lit là, et là on a stocké tous les fruits et légumes. Et ici sur le côté, la chambre de Charlotte. Voilà. Et donc toi tu dors ici, c'est ça? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps parce qu'en navigation, j'ai dormi dehors dans le lit de papa-maman. Je suis dans mon car là de 3h à 6h du matin, c'est le dernier. C'est assez magique parce que je pense que c'est la dernière nuit sur le bateau. J'assiste au lever de soleil derrière moi qui va se lever d'ici 20 minutes, je pense, c'est magnifique. Et je suis la première à apercevoir Mayotte, puisque là on voit les silhouettes des montagnes, quelques lumières.
On est à 10 000, donc ça fait 15-20 km. On va arriver dans la matinée tranquillement, là le vent est très faible. Mais la mer est calme, c'est plutôt agréable pour cette dernière nuit. Franchement, on est trop content d'arriver. Port Mayotte, capitainerie Port Mayotte pour Erebus-X. Erebus-X. Il est 7h. Il est trop tôt, Il ça est dort là-bas. 7h, c'est noté 6h30 d'ouverture, mais je pense que ça roupille. Hein. On est sur les îles hein, quand même. Ça y est, on a hissé le pavillon français. Erebus-X for Maritime Traffic. Bonjour, comme on vous a averti par mail il y a 2 jours, on est en approche de Dzaoudzi. Donc c'était pour vous prévenir. Ouais, de Mail Traffic, c'est tout bien pris pour moi. Vous avez transmis toutes les infos. Il est 15h, on est toujours sur le bateau. On a vu Mayotte ce matin au lever du soleil et on pensait arriver ce matin, mais en fait on avance à 5 km/h, donc c'est très lent. On vient d'arriver au port et là on est en train d'essayer de trouver une place, se mettre à l'ancre et attendre les instructions des autorités. On a mis le pied à terre il y a déjà quelques semaines, donc on prend le temps de revenir sur cette aventure et de conclure si oui ou non c'est toujours un rêve pour nous en fait de voyager en voilier. Ça a été assez révélateur cette traversée. Déjà on remercie beaucoup Amandine et Fred de nous avoir acceptés comme équipiers sur ce bateau. On a eu beaucoup de chance, tout s'est très bien passé, la navigation, on n'a pas du tout eu peur, on a plutôt bien appris je crois à maîtriser le bateau, même si c'était un grand voilier, mais tout cet aspect-là technique, etc., enfin, franchement, tout s'est très bien passé. Donc c'est plutôt un bon point. Après, est-ce que c'est vraiment fait pour nous? Je crois que c'est Anatole qui va plutôt y répondre, parce que c'était son rêve. C'est vrai que pour moi, le voyage en voilier, c'était vraiment un de mes rêves les plus fous. Ce que je trouve ouf, c'est de pouvoir voyager, faire le tour de la Terre avec juste la force du vent, en autonomie, et je trouve ça complètement dingue. Mais c'est vrai que j'idéalisais un petit peu ce mode de vie, ce mode de voyage, et le fait d'avoir fait cette grande traversée de 10 jours, et on a passé aussi pas mal de temps avant et après. Je crois qu'en tout, on a passé 3 semaines sur le bateau avec Amandine et Fred. Il y a aussi pas mal de contraintes. Déjà, un bateau, ça coûte excessivement cher à l'achat, ça coûte cher aussi en entretien. Et puis, on a l'impression d'être libre de pouvoir aller où on veut, et on s'est rendu compte que tu peux pas forcément aller où tu veux. Tu es obligé de t'arrêter un petit peu dans une crique pour faire des mouillages, pour être à l'abri des vagues, du vent. Et par exemple au Kenya, il y a que 3 ou 4 endroits sur toute la côte où tu peux te poser, parce que sinon il y a des vagues. Et puis à chaque fois que tu bouges d'un endroit à un autre, il y a plein de papiers à faire, des douanes et tout. Ça, je pense que c'est un peu plus spécifique à l'Afrique, et ça doit être un peu plus libre dans des autres endroits du monde. Et c'est vrai qu'en bateau, t'as beau avoir des couchers de soleil magnifiques, des levées de soleil magnifiques, au final la vue et les paysages, c'est quand même un peu monotone, parce que t'es toujours sur l'eau. Et mine de rien, t'es pas très près des côtes, donc le paysage il est toujours un peu le même. Alors que en van, tu peux vraiment aller explorer complètement où tu veux, traverser des déserts, des forêts. Tu peux aussi avoir accès à la côte, tu peux aller dans les montagnes. Enfin, tu peux vraiment, au niveau visuel et paysage, c'est tellement plus riche de voyager par la route. Surtout, ce qu'on aime nous dans la vie en van, c'est la découverte des populations locales, c'est faire des rencontres. C'est t'es n'importe où, tu t'arrêtes au bord d'un village, tu commences à parler avec les gens. Nous, c'est ça qui nous excite le plus dans le voyage, c'est ça qu'on trouve le plus intéressant, et c'est ça qui permet aussi de découvrir et de comprendre les cultures, de comprendre le monde. Après, il faut savoir qu'il y a forcément un biais cognitif qui fait que, comme on voyage en van depuis 3 ans et comme c'est notre mode de vie, on est persuadé que c'est le meilleur. Et je suis sûr que si on était parti en bateau dès le début et qu'on comparerait 3 ans après le voyage en van, on se dirait ouais, en fait le voyage en van c'est nul, le vrai truc des aventuriers et tout c'est le voyage en bateau. Aujourd'hui, on réalise la chance qu'on a de voyager en van, qu'on va continuer. Le bateau, on verra si un jour ça nous retente, mais pas pour l'instant en tout cas. Et éventuellement, on serait peut-être plus tenté par le voyage en vélo. Voilà, à voir, mais en tout cas, on a encore quelques kilomètres à faire en van.
Et si ça vous intéresse de suivre la chaîne YouTube de Fred et Amandine, on met le lien dans la description, comme d'habitude. Et on se retrouve dans un prochain épisode à Mayotte, dans ce territoire français aux multiples facettes. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, où on partage déjà nos aventures à Mayotte. Bon, nous sommes dimanche matin, on est arrivé hier après-midi à Mayotte, et on est toujours coincé sur le bateau. On n'en peut plus là d'être face à la côte et de pas pouvoir débarquer, parce qu'on attend que les autorités passent. Mais visiblement, en France, ils sont pas plus rapides qu'en Afrique. Hein. Et en même temps, on est toujours en Afrique. Et autrement, on a quand même eu la visite de la gendarmerie. Et le premier truc qu'ils nous ont dit, c'est que déjà ils nous ont dit bienvenue à Mayotte, qu'est-ce que vous venez faire ici? On dit on vient visiter. Oh pourtant vous allez être déçus, il n'y a rien à faire. Bon d'accord. Optimiste la gendarmerie française. Et pourtant ça a l'air plutôt beau. Et ensuite ils nous ont dit qu'il y avait pas mal de criminalité et de faire très attention. Ouh, il y a du vent là, j'espère que vous allez m'entendre. Et de faire très attention si on veut faire des randonnées, qui c'était mieux de se procurer une machette pour avoir sur soi, pour éviter de se faire braquer en randonnée. Donc la gendarmerie qui nous propose d'être armé pour une machette alors qu'on s'est jamais armé en 3 ans en Afrique, ça nous a un peu choqués. Donc on attend de voir, on va pas aller en randonnée tout de suite et on va attendre de rencontrer, je pense, des gens qui vivent ici, voir un petit peu comment ça se passe, comment ils s'organisent pour faire des randos quoi. Donc voilà, premier aperçu de Mayotte.